Bienvenue à la deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Du 23 au 27 juillet 2025, vivez des moments inoubliables autour de la relecture et la traduction en rapport avec l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, j'espère que vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bonjour Dominique, je vous suis ici. Oui, bonjour Dominique, je vous suis ici. Okay. Bonjour Juvenal, bonjour Franck. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre Dominique, il me semble que votre micro soit coupé. J'ai en quelque sorte une certaine difficulté à vous suivre. Exactement. Nous allons l'attendre, puisque c'est elle qui modère. Donc, on attend son retour et ça continue. En attendant, chers tous, bienvenue. Nous sommes là autour de la thématique être un auteur à l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc, un petit souci pour le moment avec notre modérateur qui va nous revenir sans doute. Ça se fait, bientôt elle serait là, je pense. Et voilà, elle est revenue. Ok, Faubi, est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que là vous m'écoutez? Oui, je vous suis. Ok, donc nous allons directement passer à votre présentation. Je commence par toi, Faubi. Qu'est-ce que tu as, comment ça se passe de ton côté? Et d'après toi, comment est-ce que tu comprends ce sujet de l'authenticité à l'ère des... Il faut dire que ça a bugué un moment, mais je pense avoir compris. Je suis Frobi Hamel, écrivain, poète, slammer, venant de l'Afrique. Et je suis également entraîneur de basketball et j'anime des ateliers d'écriture et je suis actuellement sur le MILA, le Meeting international du livre et des arts assimilés en Côte d'Ivoire. Et voilà,
pour la petite présentation. En parlant du thème du jour, être un auteur à l'ère de l'intelligence artificielle. D'accord. Je dirais tout de suite que cette thématique m'inspire et réalise que cela génère des problèmes, des conflits, et si on peut même aller plus loin, d'intérêts. C'est ce à quoi nous essayons de répondre, bien évidemment avec mes confrères. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle a l'air de auteurs qui nous démêlons pour écrire, pour sortir des choses. Je pourrais dire tout de suite sans langue de bois, est un handicap. Mais, vraiment, ça a ses avantages. On en discutera tout à l'heure, bien sûr. Ok. D'accord, merci. Merci, Frobi. J'espère que on écoutera mieux. Bienvenue, Juvenal. Alors, bonjour à toi. Et comment est-ce que toi, tu es influencé par l'intelligence artificielle dans ton processus d'écriture? Comment ça se passe? Juvenal? Le micro, Juvenal. Bienvenue. Juvenal, ton micro, il est fermé. Bon, je crois qu'on a un problème avec Juvenal. Le temps qu'il revienne, Frobi, on prend directement la question pour toi. Comment est-ce que tu es influencé? Est-ce que tu es influencé par l'intelligence artificielle dans ton processus d'écriture? Comment est-ce que tu conçois aujourd'hui l'écriture? L'intelligence artificielle et moi, je pense que c'est deux personnages, si je peux personnifier l'IA, c'est deux personnages diamétralement opposés. Et c'est jusqu'à l'heure actuelle, je peux dire que je ne m'attache pas trop, ou du moins je ne m'attache pas du tout à cette idée de me référer à l'IA pour écrire mes textes, pour parler à ma place et dire à ma place. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de part et d'autre, la prolifération que nous en faisons. Est trop biaisé, est trop accentué et ça dénote en fait la réalité de nous, auteurs, qui nous pour essayer d'apporter le côté sensible, le côté sensuel, le côté humain, le côté de nous-mêmes dans nos textes, dans nos écrits. Autrement dit, je ne conçois pas qu'un auteur puisse se référer à à l'intelligence artificielle pour écrire ses œuvres, pour faire ces trucs. Peut-être l'utiliser pour de petites corrections orthographiques ou bien de vocabulaire, ne pas s'appuyer pour se sentir d'auteur. Donc voilà, je réponds tout de suite à votre question. D'accord. D'accord, il y a une prochaine question que je te poserai juste après avoir pris la réaction de Juvenal par rapport à cette question. Alors, Juvenal, est-ce que tu m'entends déjà?
Oui, je vous entends très bien ici. D'accord, super. Bonjour Camilla, bienvenue. Bonsoir Dominique, désolée pour le retard. Bonsoir à tous. D'accord. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone Nous là. sommes avec Froby, nous sommes avec Froby. Ok. Là, nous sommes avec Froby Armel, qui est écrivain, qui est slammer et poète. Nous sommes également avec Bienvenue, Roueda. Donc, nous avons déjà abordé la première question qui est celle de savoir est-ce que les auteurs, est-ce que toi, en tant qu'autrice, tu es d'ailleurs lauréate du prix des Dames de Lettres 2024, est-ce que tu te trouves parfois influencée ou alors tentée par l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que ça impacte ta créativité? Comment? Alors, merci Dominique pour la question. Bon, je salue d'abord les panélistes. Bonjour Frobi Amel. Bonjour, bienvenue. Et bonjour de plus Dominique. Alors, personnellement, concernant l'IA, l'intelligence artificielle, dès sa première entrée, je pense l'année passée, dans mon téléphone, sur WhatsApp, je pense que c'était Luzia, la première IA qu'on a installée sur WhatsApp. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu à prendre un peu de recul. Je sais pas pourquoi, en me posant beaucoup de questions. Je cherchais à savoir si, mais qui se cache derrière cet outil? Est-ce que ça peut être, je sais pas, est-ce que ça peut être quelque chose de mystique ou une création avec des intentions un peu cachées? Bon, c'est plusieurs mois après que j'ai eu à utiliser cela, mais jusqu'à présent, je peux dire que je l'utilise par moment, mais pas tout le temps. J'utilise parfois l'IA dans le sens où, quand je me sens bloquée dans mes écrits, si par exemple j'utilise un mot plusieurs fois, je clique par exemple sur l'IA pour avoir des synonymes, soit des antonymes, avoir plus pour avoir un peu plus d'explications par rapport à certains termes. Bon, je ne suis pas trop influencée par cela et j'évite cela personnellement. Vous me suivez? Vous m'avez suivi? Oui, moi personnellement, je vous ai suivi et voilà. Oui, Camilla. Oui, Camilla, on t'a très bien écouté. Donc, Fraubi, Juvenal, est-ce que ta créativité à un moment se trouve influencée ou alors se trouve altérée? Est-ce que tu ne penses pas que l'intelligence artificielle altère en quelque sorte la créativité d'un auteur? Toi, comment est-ce que tu gères ça? Ok, déjà, merci pour cette question. Je pense que déjà l'ère de l'intelligence artificielle peut influencer par certains auteurs parce que j'ai constaté à plusieurs reprises que d'autres auteurs se consacrent beaucoup plus aux outils de l'intelligence artificielle. Pour mon cas, c'est un peu particulier parce que moi, dans les moments où j'écris, je n'utilise pas assez mon téléphone, je n'utilise pas assez mon ordinateur. J'écris d'abord sur papier avant de rendre, ou bien dans un cahier, avant de rendre d'abord sur l'ordinateur pour des éventuelles corrections. Et après, je les rends un peu publics à travers mes canaux de publication. Donc, je pense que l'intelligence artificielle n'influence pas trop sur ma créativité. Par contre, je consulte très souvent l'intelligence artificielle par moment pour des consultations qui ne sont pas vraiment en relation avec l'écriture ou avec mes créativités littéraires. Donc, pour moi, je note que l'intelligence artificielle présente de nombreuses inquiétudes, surtout sur le plan littéraire, parce que on trouve que certains auteurs ou la plupart utilisent l'intelligence artificielle pour leurs œuvres littéraires. Alors que le doute ici à ce niveau se trouve dans la mesure où on se rend compte qu'il y a cette uniformisation de l'écriture de leurs œuvres, tout ça. Donc, on se rend compte que, par exemple, si Froby utilise l'intelligence artificielle,
on peut avoir cette même qualité d'écriture, ce même style d'écriture chez moi-même ou encore chez Camilla ou encore chez Dominique. Donc, il y a cette uniformité, cette uniformisation toujours qui se renouvelle au bout de l'écriture grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que l'intelligence artificielle influence certains auteurs, mais d'autres non. Par exemple, pour mon cas, comme je l'ai dit ici, cela ne m'influence pas autant parce que quand j'écris, je n'utilise pas assez les outils technologiques. Je me retrouve face à mon carnet, à mon cahier pour rédiger un texte. Ok, merci. Merci, Juvenal. Alors, Froby, Juvenal parle d'uniformisation d'écriture, le risque que entraînerait l'utilisation de l'intelligence artificielle par les auteurs aujourd'hui. On retrouverait beaucoup les mêmes textes avec des noms différents, avec des noms d'auteurs différents, mais on se retrouverait à lire les mêmes textes. Comment est-ce que tu conçois cet avènement, disons, cet événement à l'heure de ces intelligences? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre en quelque sorte l'écriture et la qualité, la sensibilité dont tu parlais au départ? Oui, exactement. Je pense que nous sommes en train nous nous rejoignons du peu sur euh, cette question qui est que ce que nous produisons chacun dans nos coins grâce à l'intelligence artificielle, euh, il y a une certaine uniformité qui se crée. Et donc, comme cela, l'œuvre dans son originalité n'a plus sa place. Il y a du copier-coller. Ce que je retrouve chez l'autre, je retrouve chez moi. Et comment dire, il ne faut pas oublier que l'IA, l'intelligence artificielle, forme la forme de l'écriture. Parce que quand on va plus loin, et c'est de la forme que nous sommes en train de parler là. Quand on va plus loin, quand vous prenez, j'en ai des gens par rapport à l'écriture. Et donc, quand on prend par exemple l'œuvre de mon auteur préféré, d'ailleurs, Molière, je veux citer son nom, quand vous prenez l'avare, là, vous allez voir que c'est un texte exclusivement, déjà les premières notes sont, ou bien les premiers écrits, sont plutôt des phrases avec que des points d'exclamation, avec que des points d'interrogation. L'IA n'a pas ce côté. L'IA ne peut pas te pondre un texte avec cette sensibilité de l'auteur que l'auteur apporte à son œuvre. L'IA va te faire des phrases correctes, correctes, sujet, verbe, complément, des phrases assez structurées, donc la phrase, ça reste juste dans la forme. Mais quand vous prenez le fond, est-ce que c'est là où vous voyez qu'il y a il y a des lacunes que l'IA a qui ne se retrouvent pas bien évidemment chez l'homme, chez l'être humain. Et un autre auteur aussi, j'ai suivi en fait l'interview sur YouTube où on disait Hervé Letellier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était le 2020. Il a gagné assez de prix, il est vendu, plus de 100 000 de toutes ses œuvres vendues à travers le monde. Mais en fait, on a pris cet auteur, un auteur que je respecte beaucoup d'ailleurs, et on a pris, c'est-à-dire GPT, voilà, on a comparé les deux sur une même thématique, le début et la fin de la phrase. Mais laissez-moi vous dire que c'est l'IA
après correction, c'est qui a remporté le prix sur cet auteur. Pourquoi? Là, il y a une grande question qui se pose. On se dit, mais où allons-nous finalement? Est-ce que les robots sont en train de remplacer l'être humain? Certes, ils vont remplacer, mais ils ne pourront jamais atteindre ce seuil, ce seuil que l'homme a et que l'homme défend pour sa sensibilité. Autrement dit, je rejoins parfaitement ce que mon confrère vient de dire, bienvenue, et bien évidemment aussi Camilla. L'IA ne pourra jamais remplacer l'être humain. Je n'ai répondu à la question. Ok. Ok, merci. Oui, largement. Et il y a des expressions que tu as utilisées, que j'ai notées, comme pondre un texte et des expressions comme robot. C'est vraiment à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et avec toi, Camilla, est-ce que on doit pondre un texte, en fait? Est-ce qu'on doit se laisser pondre un texte? Est-ce que le texte que tu écris doit se retrouver chez Juvenal? Est-ce qu'on doit avoir la même structure? Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que tu ne penses pas, Camilla, que cette course, disons, est-ce que tu ne penses pas que ça empêche de s'exprimer authentiquement? Quand on lit un auteur, il y a quelque chose qui fait qu'on aime cet auteur, quelque chose en particulier dans sa façon d'écrire. Et là, quand on a recours à l'intelligence artificielle, ça entrave en quelque sorte, ça altère même la qualité de l'écriture. Est-ce que tu penses qu'on peut se retrouver à quelque chose de digeste pour la littérature de qualité dont on parle depuis? Camilla? Alors, merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Merci Dominique de m'avoir passé la parole. Je pense que cette question d'authenticité revient de plus. Et bon, s'il faut que je prenne un exemple, je prendrai le cas de mon prix que j'ai eu l'année passée, en 2024, le prix Dame de lettres. Bon, au départ, j'ai beaucoup hésité parce que je ne me sentais pas assez professionnelle pour me lancer dans un prix d'écriture, dans un prix littéraire. J'ai juste écrit un texte et j'ai envoyé mon manuscrit. Le jour de la proclamation des résultats, je pense que j'ai voyagé avant parce que je n'imaginais pas avoir le niveau pour pouvoir avoir un prix littéraire. Bon, j'ai juste écrit et j'ai envoyé. C'est le jour de la cérémonie qu'on m'annonce que j'ai eu le prix, ben je n'étais pas présente. Bon, c'est juste un texte que j'ai eu écrit personnellement. J'ai écrit avec mon cœur. Je me suis basée sur les expériences personnelles, sur ma propre sensibilité. Et je pense que en aucun jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu à faire usage de l'intelligence artificielle dans mes écrits. Je reconnais que je suis pas une parce que je sais que chaque et chaque fois qu'on écrit, la personnalité de l'écrivain ressort. C'est un peu ça. Ok. D'accord, merci. Merci Camilla. Et donc, Juvenal, est-ce qu'il y a des challenges auxquels tu es confronté que la facilité de l'intelligence artificielle t'impose? Est-ce qu'il y a des challenges auxquels tu es confronté dans ton processus d'écriture? Comme Camilla disait, c'est vrai qu'au départ, on se dit, on a besoin beaucoup surtout quand on a le souci de bien faire, de proposer quelque chose de digeste au lecteur lambda qui va nous lire. Quels sont les challenges que toi tu rencontres dans ce processus?
Ok, déjà, je pense Ok, que déjà, je pense que il y a plusieurs challenges il y a et pour plusieurs ma part, challenges et pour personnellement, ma part personnellement, j'ai un j'ai processus j'ai un assez personnel processus pour la assez rédaction personnel de mes pour la textes, rédaction que ce de soit mes de la textes, poésie, que ce que ce soit de la soit de la poésie, que ce prose. soit de la Donc, prose. déjà, Donc, j'écris d'abord déjà, dans un cahier ou j'écris bien d'abord dans un dans cahier un carnet d'abord à la dans base un avant carnet de d'abord à la ramener base ça avant pour de poser ça sur ramener ça pour l'ordinateur. poser ça sur Donc, j'ai ce l'ordinateur. processus-là Donc, j'ai ce qui m'est assez processus-là standard qui pour m'est une assez écriture. standard pour une Et écriture. personnellement, je n'ai pas Et un temps personnellement, d'écriture je n'ai fixe pas parce que un temps l'inspiration d'écriture vient parce que comme elle le veut. Donc, je n'ai pas vraiment une exigence extérieure pour mon écriture. Donc, je ne fais pas usage surtout de l'intelligence comme artificielle dans le donc, cadre de la c'est pas créativité usage littéraire. surtout de Parce que je l'intelligence pense qu'il artificielle y a dans le cette cadre de question la que créativité tu littéraire. soulèves, Parce que je pense Roby, tout à qu'il y a l'heure cette question dans la que tu création soulèves littéraire. Il y a cette tout à question l'heure sur l'écart entre la dans la création sensibilité littéraire. et Cette la question sur créativité l'écart entre la littéraire fournie sensibilité par et la l'intelligence créativité littéraire. artificielle. Donc, on trouve beaucoup dans les cas, j'ai évalué d'ailleurs avant de préparer cette intervention, j'ai évalué certains textes fournis par l'intelligence artificielle. Ces textes souffrent en quelque sorte d'un manque d'émotion, surtout de la part de ces auteurs-là qui les génèrent. Parce qu'on retrouve que l'intelligence artificielle n'a pas cette sensibilité-là de comprendre l'émotion qui dégage un auteur humain. Parce que ce qu'on retient souvent chez un auteur, par exemple, c'est son sens d'humour, son, sa relation avec son lectorat, surtout. Mais quand on voit un texte d'intelligence artificielle, ce n'est pas réellement ce qu'on retrouve chez un auteur humain. Donc, je pense que cette question de la remise en cause de l'originalité humaine est au cœur de l'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, pour moi, ne va jamais remplacer un auteur. C'est le cas. C'est aussi un point de vue qu'on a partagé ensemble avec Froby et Camille tout à l'heure. Parce que déjà, un auteur influence toujours chez un lecteur, d'ailleurs. Donc, on pense que cette standardisation du contenu de l'intelligence artificielle ne fera pas long feu pour impacter réellement l'électorat. Donc, il y a toujours ce côté humain-là qu'on doit toujours prioriser surtout. Et d'ailleurs, je pense que l'intelligence artificielle, bien que présente en quelque sorte à l'ère du numérique, mais il y a toujours cette part-là de l'homme, là, de l'humanité au cœur de notre marche, de notre relation avec le monde, avec les lecteurs, avec aussi le monde littéraire. Et comme elle n'est pas encore là, je vais d'ailleurs dire quelques mots ici en disant que il y a ce Ouais. côté assez, assez, comment dire, inhumain, si je n'exagère pas, du côté de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle génère juste comme ça, promptement, juste pour le besoin de la personne qui demande, alors qu'un texte écrit par un auteur humain doit être d'abord réfléchi, parce que cet auteur doit d'abord prioriser de l'empathie. L'auteur doit réfléchir, est-ce que ce que je vais dire là va impacter l'auteur? Quelle est ma relation avec l'humain? Ce que je dégage doit avoir un impact sur l'homme. Est-ce que ce que je dégage dégage aussi, révèle des émotions, révèle des émotions. C'est justement ça. Par contre, ce n'est pas le cas chez l'intelligence artificielle. Donc, la remise en cause du contenu fourni par l'intelligence artificielle est toujours d'actualité. Et je pense que ce sujet-là sera toujours au cœur de nos actualités en quelque sorte. Toujours, Ok, merci. Merci, Juvenal. Alors, Froby, une fois que ton texte est écrit, une fois que tu as fini d'écrire ton texte, est-ce que est-ce que tu l'envoies à un professionnel de l'écriture, à un éditeur, ou est-ce que tu le fais relire par une intelligence artificielle? Quel est le processus d'après écriture que tu suis? Euh, euh, pour répondre à la pour question, répondre à la question, je l'avais dit en entame, je l'avais dit avant. et l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence Pour revenir à la question, artificielle. processus Pour revenir à la question, pour mes œuvres. Après l'écriture, bien sûr, je peux faire une semaine
quand je finis tout, si c'est un roman, si c'est un recueil de poèmes, si c'est un recueil de nouvelles, bref, peu importe l'œuvre, chaque fois avant, ou du moins quand je finis mon écriture, je laisse une semaine, parfois 3 jours, ça dépend si l'envie est vraiment là. Je laisse 3 jours passer et je reviens je reviens prendre mon roman ou bien mon recueil en gestation et je relis. Ça peut me prendre une journée, 2 journées, mais je relis. Je fais cela 3 fois de suite. Si je trouve des petites fautes, des coquilles, j'essaie de corriger. Euh, une chose est sûre, soi-même, on a toujours une correction à donner, à apporter à notre œuvre. On n'est jamais, on dira toujours que l'écrivain, ou si on va généraliser, l'artiste, est un éternel insatisfait. Il n'est jamais satisfait de l'œuvre qu'il produit, il trouve toujours quelque chose à corriger. Et donc, juste dire, je, je passe par ce processus 3 fois et après maintenant, j'envoie à la maison d'édition. Une fois envoyé à la maison d'édition, si la maison d'édition propose la correction, oui, avec plaisir, je le prends à bras le corps. Dans le cas contraire, ils le font. Une chose est sûre, avant d'être sur le marché, euh, on m'aurait envoyé, on nous envoie toujours la correction toute faite. Et toi-même, en tant qu'auteur, tu lis ton œuvre pour voir si éventuellement il y a des choses qui ont été ignorées, qui ont été omises. Enfin, et tu peux apporter à nouveau la correction si tu en avais, avant de donner l'ordre ou bien l'autorisation pour passer à la phase de la publication et autres. Et donc, voilà, moi, ce que je fais comme processus. Parfois même, j'envoie le texte. Bon, j'ai une nièce, elle était très contente de ce... Euh, de, voilà, de cette vidéoconférence que nous sommes en train de faire parce que tout de suite, quand elle a vu, elle m'a laissé des liens, plusieurs liens. Je sais qu'elle adore la littérature, elle l'aime, elle ne fait que lire. Et juste pour ça, euh, elle m'envoie des textes. Moi, chaque fois, quand je finis mes trucs, mais je le lui envoie pour écouter l'avis d'une autre personne. Pas une personne vraiment extérieure à moi, mais plutôt quelqu'un qui est plus ou moins quelqu'un qui est proche de plus ou moi. moins J'ai compris. proche de moi. Donc, J'ai compris. elle, quand elle a Elle, quand elle a je dis, aller, et là, et là, moi, ma façon de et je vais encore prendre une minute en disant, une ou 30 secondes, en disant l'avantage, par contre, parce qu'on parle de l'inconvénient depuis, mais je dirais l'avantage, je ne sais pas si je vais appeler ça l'intelligence artificielle, mais je suppose que tu as un mot qui te vient à l'esprit, que tu écris. Tu ne connais pas l'orthographe du mot. En ce moment, moi, je vais sur le net, je vais voir sur Google, je tape le mot, bien sûr, j'inscris le mot, et la réponse correcte me vient. Si j'avais bien écrit, c'est tant mieux, mais dans le cas contraire, j'essaie de corriger. Là, je peux dire que c'est le seul bienfait de l'intelligence artificielle, l'orthographe. Mais outre que ça, tu ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle en tant qu'auteur et te clamer être auteur. C'est pas concevable. Donc voilà un peu.
Ton micro est toujours coupé, Dominique. Ok. Dominique. Ok, cela c'est bon. Voilà, Camilla, donc je te posais la question, est-ce que tu ne penses pas que le problème, la responsabilité revient aussi aux éditeurs ou alors aux professionnels de la lecture et de la relecture? Après, il y a certains auteurs qui sont aujourd'hui réticents à envoyer leurs ouvrages aux éditeurs parce qu'ils se disent, eux aussi, ils utilisent des intelligences artificielles. Parfois, il y a des textes qui vous reviennent avec plus de fautes que quand vous l'avez écrit. Et vous avez envoyé votre manuel, par exemple, chez un éditeur, mais vous le recevez avec plus de fautes. Est-ce que tu ne penses pas que la responsabilité revient aussi à tous les acteurs, disons comme ça, de la chaîne du livre, aux éditeurs, aux relecteurs et même aux traducteurs? D'accord, merci pour la question, Dominique. D'accord, merci pour la question. Selon moi, Selon moi, les responsabilités sont partagées les parce responsables. que le travail revient non seulement à l'auteur en lui-même, et et aussi aux éditeurs, et aussi aux traducteurs et relecteurs. Pour moi, l'auteur personnellement doit d'abord s'instruire, s'informer et beaucoup lire. Parce que c'est là que tu vas pouvoir savoir si ton livre est bien fait ou pas. Et aussi, revenant aux côtés de l'éditeur, je pense que chacun doit bien faire son travail. Je pense que avant d'être éditeur, on passe par tout un processus. On passe bien évidemment par une école de formation et aussi par des expériences, que ce soit didactiques ou professionnelles. Bon, selon moi, les expériences sont partagées. L'auteur lui-même, je profite aussi pour pour parler de l'agence Acolyte. C'est mon premier manuscrit et j'ai eu à faire la relecture avec Ray. Moi, en tant qu'auteur, j'ai eu à faire la série littéraire et je peux vous affirmer que jusqu'à présent, je continue toujours à m'instruire, que ce soit en grammaire ou en orthographe. Je ne pense pas que je maîtrise parfaitement la langue. Je continue toujours à m'instruire et bien que j'ai eu à rencontrer mon premier lecteur Ray à Acolyte, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à apprendre. Lui, le conseil qu'il m'a donné concernant tout cela, c'était de beaucoup apprendre. Donc, s'il fallait que je donne un avis concernant cela, je dirais que les responsabilités sont partagées. Bien que ce soit du côté de l'auteur, de l'éditeur, du traducteur, du relecteur et autres. Chacun a sa part à faire. Et s'il faut voir Ah, on t'écoute. Camilla, on t'écoute. Est-ce que c'est tout ce que tu avais à dire? bon, 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 l'intelligence l'intelligence représente selon moi selon moi, la littérature et surtout est quand elle ouvre la porte quand elle à la ouvre facilité, au plagiat et à la corruption. Donc, concernant cela, je dirais que les responsabilités sont partagées. Le principal acteur, la principale arme de l'auteur doit être le livre. Donc, il doit beaucoup lire pour pouvoir s'instruire, augmenter sa grammaire, améliorer son style d'écriture et aussi
du côté de l'éditeur, je pense que l'éditeur doit continuer à apprendre parce qu'on ne sait jamais d'apprendre. D'accord, j'en ai terminé. D'accord, merci Camilla. Alors, Vous me suivez? oui, on te suit Camilla. Donc, ceux qui n'ont pas la parole pendant que les autres parlent peuvent fermer leur micro. Ça va permettre une meilleure écoute. Merci pour le message, Christian Williams Kakwa. Je rappelle que nous sommes en direct et que nous discutons autour de l'écriture à l'épreuve de l'intelligence artificielle, la créativité à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Et tous ceux qui nous écoutent en ligne en ce moment, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à laisser vos contributions ou vos questions pour mieux meubler les échanges. Donc, avec toi, Juvénal, je vais prendre ton avis. Est-ce que tu partages le même avis que Camilla? Est-ce que tu penses que littéraire, notamment quand tu as fini ton processus d'écriture, quand tu l'envoies à un éditeur, est-ce que tu ne penses pas que l'éditeur doit être suffisamment outillé et qu'il doit justement bien faire son travail de relecture, par exemple? Oui, justement, je partage tout à vous. Oui, justement, je partage. L'éditeur doit prendre soin d'abord de vérifier l'originalité du texte parce que c'est aussi l'image de la maison d'édition qui est en train d'être voilà présentée. Donc, si un livre est publié par un éditeur, l'éditeur doit prendre soin d'abord au préalable de vérifier le contenu de ce document. Est-ce qu'il existe des fautes? Est-ce qu'il existe des erreurs? Est-ce qu'il existe des textes générés par l'intelligence artificielle? Parce que on se rend compte que maintenant, les gens ont cette tendance-là à ne pas accepter, le lectorat surtout, à ne pas accepter des textes générés par l'intelligence artificielle parce que d'ailleurs, s'il s'agit de le faire, même chaque lecteur peut rester dans son coin et demander à l'intelligence artificielle de fournir des documents ou encore des contenus sur la littérature ou autre. Donc, je pense que l'essentiel pour l'éditeur ici est de vérifier l'originalité, l'authenticité surtout de ce texte-là d'abord au préalable avant que le texte soit publié. Pour mon cas, je partage en quelque sorte l'expérience avec Phobie. D'ailleurs, je pense que ce même processus-là m'a été adopté et c'est aussi établi pour mon cas parce que avant de publier un livre, je prends d'abord le soin de corriger moi-même. D'ailleurs, j'ai plusieurs processus. J'écris d'abord dans un cahier, tout ça, un carnet. Je les lis moi-même, je les corrige, je les ramène sur l'ordinateur, je les corrige également. Puis avant de les transférer chez un éditeur. Et après, lecture par le comité de lecture chez l'éditeur me renvoie. Je vois d'abord, je vérifie encore, est-ce que le texte est bien écrit, est-ce qu'il existe encore des erreurs ou autres avant de publier le livre. Donc, il y a tout un enchaînement de procédures là, de lecture, de relecture avant la publication. Donc, mais pour certains, d'ailleurs, j'avais suivi une actualité selon laquelle un éditeur a refusé un texte généré par l'intelligence artificielle d'un auteur au Congo, en RDC ou en Congo-Brazzaville comme ça. Je loue d'abord cette initiative-là de refuser les manuscrits qui sont générés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cela, en quelque sorte, met un écart entre l'originalité et aussi le contenu. Donc, un éditeur doit prendre ses responsabilités-là, de vérifier le contenu, de vérifier l'authenticité avant de rendre public le texte parce que c'est aussi l'image de la maison d'édition que dégage cette publication-là. Voilà mon point de vue sur le sujet. Je ne sais pas si vous me suivez actuellement là-bas, Floby, Dominique. Ah oui, oui, bien sûr, on te suit. Donc, merci pour ton intervention. Nous avons des intervenants en ligne qui laissent leurs commentaires. Nous avons par exemple le père Batoum qui dit « La chaîne du livre commence avec le que pourra-t-on corriger dans son attitude et son langage ?» Je crois que le père, par
Le père, par cette image, veut inviter l'auteur, chacun à rester dans son contexte, dans sa place, chacun à rester à sa place. Donc, l'auteur reste auteur, l'éditeur reste éditeur. Je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit, Frobi. Et m'a arraché un grand sourire d'ailleurs parce que c'est très bien dit avec ce petit jeu de mots. Et d'ailleurs, ce sont des choses que l'IA ne peut pas t'apporter. Comme exemple, ce sont des choses que l'IA ne peut pas t'apporter. Tu vois, l'humour avec l'humour qu'il a pris, que monsieur le père Jean-Pierre Noël a pris, c'est tellement beau, c'est tellement magique que ça ne peut que te ravir. L'IA, ne me dites pas que l'IA va écrire comme cela. L'IA est dans n'a pas cette émotion. Et donc, comme on le dit, ou bien comme je le dis souvent, l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit. Qu'est-ce que je dis par là? L'IA, si vous prenez l'IA, l'IA n'est pas une œuvre, n'est pas l'œuvre d'esprit, mais plutôt c'est l'homme. L'IA n'a pas d'esprit, l'homme a de l'esprit. Et ayant un esprit, on s'accorde souvent à ces petits jeux, si je peux dire, qui agrée le lecteur. Moi, quand je lis ces trucs, tout de suite, tu te dis, ben, tu peux ressentir que cette écriture, c'est une écriture d'un homme, d'un être humain comme moi, et non d'un robot que personne ne connaît d'ailleurs. Il faut pallier à cela, c'est important. Et donc, merci à Père Jean-Pierre Noël pour son très beau commentaire. J'apprécie. D'accord, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va prendre un autre commentaire qui est de Christian Williams Kakwa qui dit « L'un des seuls avantages que les auteurs, surtout ceux qui commettent beaucoup de fautes, peuvent tirer de l'IA est justement de mettre des paragraphes de son livre dans des prompts et de demander une première correction, ce qui ne remplace pas le travail du correcteur qui est bien plus profond. Je peux vous avoir encore se casser la tête parfois pour mettre les récits dans les contextes. » Voilà, merci pour le commentaire. Alors, Juvénal, tu as lu ce commentaire de Christian Williams Kakwa qui parle justement des problèmes même que l'intelligence artificielle vient rajouter déjà au travail de l'auteur qui a été fait en amont. Alors, Juvenal, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis. Je pense que l'intelligence artificielle peut faire un travail déjà original. Par exemple, si on essaie de soumettre un texte à l'intelligence artificielle, de corriger soit l'écriture, soit de corriger les éventuelles erreurs, l'intelligence artificielle peut à la fois aussi changer le contexte pour aller dans la même idée que William, changer le contexte, changer encore, comment dire, justement le cadre d'idées dégagé par l'auteur là. Donc, je pense que l'essentiel est pour moi, même si je pense que l'intelligence artificielle aussi a beaucoup d'avantages pour certains, mais je pense que l'essentiel est de prioriser le caractère humain qui dégage un auteur ou encore un relecteur. Cela permet également de confier son travail à un professionnel pour que ce professionnel-là aussi travaille parce que chacun doit jouer son rôle. En dehors de l'intelligence artificielle, on a vu beaucoup d'auteurs qui ont émergé, beaucoup d'auteurs qui ont eu beaucoup de succès aussi, sont, comment dire, les outils de l'intelligence artificielle. Donc, la priorité est peut-être de travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle sans pouvoir compromettre l'originalité de son texte
Donc, l'essentiel est ce partenariat-là qui peut exister entre l'homme et l'intelligence artificielle. Mais prendre l'intelligence artificielle et la mettre surtout en amont avant tout, surtout pour le cadre de la rédaction littéraire, je pense que c'est un grand danger déjà pour la littérature et pour la créativité humaine et surtout pour cette originalité que dégage tout à l'heure Floby. Dominique, si je veux ajouter quelque chose un peu de Bien sûr. à soumettre parfois des textes. Que ce soit à ChatGPT ou à Meta, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus flatteur que lui. C'est malheureux. Parce que l'intelligence artificielle juge ton intelligence, mais n'examine pas tes défauts. Quand tu vas lui proposer ton texte, il va te dire à quel point ton texte revêt des émotions, des sensations, mais ne va jamais te dire qu'il manque ceci, cela, soit il y a eu telle faute ici ou telle faute là-bas. Donc, il va te juger ton intelligence et te montrer à quel point tu es un auteur parfait. Et une fois aussi, j'ai eu à demander à l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pourquoi est-ce qu'il ne me blâme jamais? Pourquoi est-ce que quand je le propose quelque chose, il ne me blâme pas? Il me dit que ce qu'il m'a répondu, c'était que son rôle, ce n'est pas de me blâmer, c'est de me dire, c'est de toujours m'encourager, de toujours me motiver, quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que je propose, et que même s'il arrive qu'il me blâme, il ne va pas me blâmer directement, il va trouver des mots un peu plus atténuants pour pouvoir me dire certaines vérités. Donc, l'IA ne juge pas tes défauts, mais fait toujours apparaître ton intelligence. Donc, s'il faut toujours qu'on prenne l'intelligence artificielle, je ne sais pas, comme un relecteur, on va se rendre compte que personnellement, seul dans son corps, nous sommes des auteurs parfaits, des meilleurs auteurs, des personnes à ne jamais corriger. Bon, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours prendre cet outil avec beaucoup de recul. Ok, d'accord, merci Camilla. Et revenons justement à la responsabilité des relecteurs et des éditeurs, de tous les acteurs qui participent au processus de correction jusqu'à la publication. Fraubi, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a justement cet aspect humain qui est à prioriser qu'un relecteur soit capable de te dire ici, là, il faut complètement barrer cette partie, que l'intelligence artificielle qui va te dire oui, c'est bon, bravo, tu as fait ça bien. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a ce caractère humain qu'il faut prioriser? Exactement. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour renchérir l'intervention de mon confrère Bienvenu, en disant que c'est important qu'il y ait plutôt l'apport humain dans ce que tu fais et non l'apport d'un robot. Qu'est-ce que je dis par là? Tout à l'heure, il y a un monsieur chrétien, Emmanuel, qui avait laissé un commentaire et tout de suite, Bienvenu a rebondi là. Je voulais renchérir en disant ceci. L'erreur à ne pas commettre, c'est de finir son texte, de finir son roman ou bien, enfin, sa production, son œuvre, et de remettre ça à l'IA pour corriger les fautes, les erreurs. Je vais m'expliquer. Moi qui suis ici, j'ai connu ce problème. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que c'est l'IA qui l'a, enfin, ils ont remis mon œuvre à l'IA pour corriger, mais je me dis avec 70-80% de chances que ça a été le cas. J'ai envoyé mon œuvre à une maison d'édition et
ce qu'ils m'ont renvoyé, ce qu'on m'a envoyé en retour, franchement, c'était truffé de fautes. On m'a sorti, on m'avait même sorti déjà 10 exemplaires que j'ai eu en main pour pouvoir lire. Mais je vous dis, les 10 exemplaires dorment encore là, dans mon armoire. Je ne peux pas vendre ça. Et je vous dis, c'est truffé de fautes. Il y a un mot qui vient à la place d'un autre mot. Il y a les fautes des articles à la place de l'heure de mais là. Il y a tout un tas de trucs que l'IA aussi fait comme faute, comme erreur. Autrement dit, il ne faut jamais se fier à cela. Moi, je préfère que ce soit un homme, un correcteur d'une maison d'édition ou un correcteur bénévole ou tout ce qu'on sait, mais que ce soit quelqu'un comme moi, un humain comme moi, qui prenne connaissance de ce que j'ai écrit pour me dire, oui, c'est bon, là, tu as fait peut-être une faute, non, on va enlever cette partie parce que ça ne fait pas bon vivre avec le contenu. Je préfère ça que de me fier à l'IA pour avoir un roman ou bien un recueil truffé de fautes ou qui change carrément la pensée de l'auteur parfois. Parce que quand les choses sont mal dites, quand les mots sont mal placés, c'est autre signification qu'on entend de ça. On a dit en 10 secondes, on a dit juste une virgule peut t'amener en prison. Juste une virgule peut t'amener en prison. Donc, Ok, d'accord. c'est pour l'erreur de mon l'IA. Merci. Ok. Ok, merci Froby. Justement, c'est une perte d'avoir autant de livres qui ne peuvent pas ressortir, qui ne peuvent pas être diffusés à cause d'un mauvais travail qui a été effectué par un professionnel de la chose. Donc, la responsabilité revient, comme on l'a dit, à tous les acteurs de la chaîne du livre, aux éditeurs, aux lecteurs et à tous ceux qui interviennent dans le processus. On a certainement déboursé de l'argent pour le processus d'édition. Et on a une internaute qui nous demande, est-ce que si tu recevais, Camilla, est-ce que si tu recevais un milliard de francs CFA, et la question s'adresse également à tous les panélistes, est-ce que si vous recevrez 1 million de francs CFA pour écrire un manuel, un livre avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous refuserez cette offre-là? Je commence avec Camilla. Ok. Camilla, tu refuses 1 million de francs, 1 milliard de francs CFA parce que tu n'aimes pas l'IA. Tu refuses ça. Ça va que la question fait rire. Bon, selon moi, quand je vois, je vois la question, ça me fait penser à l'interrogation des droits d'auteur. Est-ce qu'après avoir utilisé cette IA, est-ce que tu seras fier personnellement de dire oui, j'ai écrit une œuvre? Est-ce que tu seras fier de dire que ah oui, j'ai coulé la sueur, j'ai passé plusieurs moments, des périodes à écrire, à corriger, à faire ceci, cela sur cette œuvre et pouvoir encore le revendre tout en sachant que ce n'est pas toi. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas accepter. Jusqu'à présent, je le dis et je le répète, je n'ai pas encore eu à utiliser l'IA sur mes œuvres. Et s'il faut que je remonte un peu sur mes prix, le prix d'âme de lettres que j'ai eu en 2024, c'était toujours pendant la période où plusieurs personnes utilisaient l'IA. Mais malgré cela, j'ai toujours eu à prendre du recul pour pouvoir écrire mes textes, que ce soit aussi
sur le deuxième prix que j'ai eu, le prix du petit écrivain, je préfère personnellement utiliser les expériences des autres personnes pour pouvoir écrire mes textes que d'utiliser l'IA. Donc, je préfère faire des entretiens avec des personnes pour pouvoir écrire des textes. Et s'il faudrait que j'utilise l'IA, ça sera comme un accompagnateur. Donc, genre, pour corriger les fautes, pour pouvoir améliorer mon style d'écriture. Mais de dire que j'utilise l'IA comme un outil créateur de textes, là, je refuse. Parce qu'à la fin, je ne serai pas fière de moi. Ok, donc Il faut il y a quand même un milliard qui est en jeu. Il y a quand même un milliard qui est en jeu. Ça ne t'influence pas? Là, je préfère être humble. Je refuse cet argent. C'est vrai, ça fait rire. Mais par humilité, je le refuse. Toi, Frobi, est-ce que tu accepterais de produire un livre? C'est vrai, mais par humilité, je le refuse. Je préfère travailler. Ok, d'accord. En fait, alors, Frobi, est-ce que ça te tente cette offre? je vais dire, j'insiste, je persiste. Je dirais tout de suite non. Je ne vais pas accepter. Pourquoi je ne vais pas accepter? Pour le simple fait que je vais rebondir d'abord sur le dernier commentaire qui est juste là. Acolyte, le client est un roi, est roi, non? C'est une commande exigeante. Et en fait, tout ça me fait rire parce que, oui, le client est roi, mais il peut ne pas être roi chez moi. Si tant est que il est venu vers moi, c'est que je produis des trucs de qualité. Et donc, il ne peut pas venir m'imposer l'IA à cause de ces miettes. Bon, miettes en griffe, hein, c'est une somme consistante. Mais je ne pourrais pas l'accepter du moment où ça va ternir l'image de ma maison d'édition ou bien ça va ternir l'image que je me suis construite des années durant. Donc, pour moi, c'est un non barré. Je ne pourrai jamais l'accepter. C'est aberrant. Il ne faut pas suivre l'argent pour perdre en crédibilité. Je préfère être honnête, être franc. Le peu qui sera à moi viendra à moi. Si la personne ne veut pas, qu'il prenne ses 1 milliard, qu'il aille remettre à un autre éditeur qui sera prêt à les prendre peut-être et le faire. Mais en le faisant, il faut savoir que je dirais en termes clairs, c'est seuls ceux-là qui ne sont pas passionnés, qui n'ont pas l'amour de la chose, parce que la littérature, c'est tout. Donc, ne prenons pas l'argent, ne mettons pas l'argent devant pour imposer nos directives. Soyons humbles, soyons professionnels et faisons les choses comme cela se doit. Et on aura un monde de littérature assez gai, assez heureux. Et voilà. Merci. D'accord, merci. Merci, Frobi. Et tu fais bien de relever la question de la passion, justement, qu'il faut. Et c'est la question que j'allais te poser, Juvénal. Est-ce que tu ne penses pas qu'en tant qu'auteur ou en tant qu'acteur de la chaîne du livre, qu'on soit éditeur, qu'on soit relecteur, qu'on soit traducteur, ou alors qu'on soit simplement amené à recevoir un texte sur lequel on doit travailler, est-ce que tu ne penses pas qu'il doit avoir au préalable une conscience de bien faire, de bien travailler et d'asseoir une sorte de crédibilité, comme le précisait Frobi? Juvénal? Oui, je disais tout à l'heure, j'ai oublié d'ouvrir le micro. J'ai dit tout à l'heure que
la dignité, la Avec loyauté, nous. la Oui, crédibilité, la et dignité, la surtout, loyauté, la crédibilité. l'originalité sont des valeurs non négociables L'originalité. pour un lecteur digne de ce nom. Celui qui est passionné par la littérature doit toujours garder en esprit que c'est un travail de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. On doit d'abord prioriser ce côté-là. Bien que j'ai vu tout à l'heure le commentaire sur les 1 milliard, c'est une somme assez importante pour le milieu dans lequel nous vivons chacun de nous. Mais je pense que on n'écrit pas rien que dans le cadre commercial, on écrit d'abord par passion. Et déjà, on doit prioriser ce côté-là. Et d'ailleurs, je pense que déjà, personnellement, pour moi, je ne vais pas accepter. Parce que j'écris d'abord par âme et conscience ce que je veux dégager, ce que le lecteur veut, même si je dois m'adapter avec ce que le lectorat, justement, désire. Mais je dois toujours avoir en esprit que même avec ce que je fais, je peux conquérir beaucoup plus de lecteurs pour avoir ces 1 milliard là, même si ça doit prendre du temps, mais je dois être patient parce que déjà à la base, cette question d'écriture là est toujours une passion pour moi personnellement. Donc, je dois d'abord garder ce côté-là. Et je vais revenir sur cette question pour dire que la nécessité ici, c'est toujours la passion. C'est ce que a soulevé l'autre Phobie tout à l'heure, la passion, et aussi Camilla tout à l'heure. Donc, je pense que l'essentiel est de mettre en œuvre l'art, parce que l'art est surtout ce côté original là. L'art n'a pas besoin d'être transposé par une certaine. C'est vrai que l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure au début, peut être un partenaire de l'homme, mais à la base, pour faire la littérature, il faut d'abord de la passion. Pour faire de la littérature, il faut d'abord de l'amour pour la chose. Sinon, ça serait justement toujours de l'artificiel et il y a aussi cette disparité entre l'artificiel et l'originalité. Et ce qu'on doit prioriser ou ce qu'on aime d'abord, c'est l'originalité au détriment de l'artificiel. Ok, d'accord, merci Frobi. Merci Juvenal. Pardon, merci Juvenal. Nous allons prendre d'autres commentaires des internautes qui nous suivent en ce moment. Il y a le père Batoum qui revient avec à propos de l'IA et la correction des fautes. Mais comment un cuisinier peut-il s'engager à faire une chronique sur le football? Tout simplement parce qu'il soutient un club ou un joueur en particulier. Alors, les images du père sont assez particulières et je crois que il l'IA ne peut pas remplacer le travail d'un être humain, enfin, bien qu'il soit une pâle copie. Il y a également un commentaire qui revient, un commentaire de Christian Williams qui dit « On ne crache pas sur l'argent, surtout quand le montant est intéressant. 1 milliard, je le prends, désolé pour ceux qui vont refuser. J'ai par contre comme exigence dans le contrat qu'il soit mentionné dans tout l'ouvrage que ce travail est fait avec l'IA. C'est pour moi la moindre des choses pour protéger la littérature et la créativité. Le lecteur sera au moins averti. » Ah, alors, bon, là, c'est pour ceux qui ont refusé les 1 million, les 1 milliard. Voilà. Et il y a également une question de Goss Universe vers le livre de qualité. Je vais poser la question à Camilla d'abord. Les processus IA évoluant tous les jours, craignez-vous une évolution sur les process d'émotion, de contexte que l'on accuse depuis le premier jour de la RTWO? Je prends la question. Craignez-vous une évolution sur les process d'émotion, de contexte que l'on accuse depuis le premier jour de la RTWO? Voilà, Camilla, est-ce qu'on ne craint pas finalement que l'intelligence artificielle parvienne à créer, à rendre, disons comme ça, les contextes ou alors les processus d'émotion? Est-ce que tu ne penses pas qu'ils peuvent évoluer, étant donné qu'ils évoluent de plus en plus? Est-ce que tu ne penses pas qu'ils peuvent évoluer? Bon,
Concernant cette interrogation, selon moi, je ne crains rien, hein. Je ne crains rien parce que c'est vrai que nous sommes en Afrique, nous sommes un peu retardés. Je pense que en Occident, on a déjà tout vu. Je le dis entre guillemets, on a déjà tout vu. Et s'il faut que je crains peut-être quelque chose, ce sera peut-être le langage, notamment avec les mots. Nous savons, euh, nous savons que au fur et à mesure que les jours passent, de nouveaux mots apparaissent et parfois aussi on ajoute certains mots dans le dictionnaire ou soit dans la grammaire qui n'existaient pas auparavant et que auparavant on considérait par exemple comme je vais dire quoi, comme un peu bas. Personnellement, je trouve pas, je n'ai pas de peur à cela. S'il s'agit de littérature, oui. Mais s'il s'agit d'un autre domaine, allez, bon là, ça devient un peu difficile à croire. D'accord, ça va terminer. Ok, ok, merci Camilla. Alors Frobi, est-ce que tu partages l'avis de Camilla? Est-ce que tu restes confiant par rapport à l'évolution de la littérature, par rapport aux auteurs? Est-ce que tu penses qu'ils seront assez outillés d'abord mentalement pour affronter ce qui va arriver avec l'évolution des intelligences artificielles? Je rejoins de plein pied la consoeur Camilla en disant que j'ai aucun souci là-dessus, il n'y a pas de peur, pas de doute, pas d'inquiétude, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on l'a soulevé tout à l'heure, il y a quelques instants, quelques minutes. L'art, là, je généralise tout ce qui est art artistique, tout ce qui est art, c'est le travail, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre d'esprit. Autrement dit, peu importe ce qu'on dira, l'IA reste et restera un robot. L'IA ne pourra jamais remplacer ou bien avoir cette émotion ou remplacer l'humain. Parce que vous prenez vous donnez juste la belle preuve, la belle preuve, oui. Vous donnez un thème à trois personnes, trois différentes personnes. Vous leur dites, écrivez-moi 10 vers, 10 phrases. Tout de suite, quand ils vont le faire, vous allez voir, ce serait différent. Mais quand vous allez prendre l'IA, même avec l'émotion, la sensibilité, tout ce qui pourrait peut-être, même si je peux mettre mon doigt au feu en disant que ce serait impossible, même si vous donnez ça à l'IA, l'IA va vous produire les mêmes choses à la limite. Autrement dit, je n'ai pas peur, j'ai une totale confiance que l'IA ne peut jamais avoir cette émotion. Je ne crains rien de l'IA. Aujourd'hui, on est à l'ère des TIC ou bien comment ils appellent ça. Et donc, le monde est en constante évolution. Autrement dit, les choses peuvent changer. Ils peuvent voler des trucs de l'humain qu'ils vont confier à l'IA, mais ils ne pourront jamais, jamais, jamais atteindre ce que l'humain donne, ce que l'humain fait. Donc, voilà pour la petite... pour apporter D'accord, merci Frobi. Juvenal, on revient avec toi. Qu'est-ce que tu préconises aux acteurs de la chaîne du livre, aux auteurs d'abord, aux jeunes auteurs en plus, qui sont de plus en plus animés d'un esprit de facilité
entre guillemets, on veut vite écrire, on veut vite publier, on veut vite être connu, on veut vite être lu. Qu'est-ce que tu préconises à ces auteurs pour continuer ou alors pour renforcer l'esprit de culture de la littérature de qualité? Ok, merci Dominique aussi. Je pense que ce que je peux justement dire aux jeunes auteurs qui désirent justement écrire, ils doivent d'abord mettre à l'avance la passion, l'amour de l'art, l'amour de ce qu'ils veulent entreprendre, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la peinture, que ce soit peut-être dans d'autres arts. Je pense que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir cette passion-là. C'est vrai que on a cette envie, ce désir-là de vite publier, ce désir-là de vite promouvoir ses œuvres, mais on doit aussi les faire dans une tranquille assurance pour justement assurer le lecteur ou bien tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont nous lire, que ce que nous produisons vient de nous-mêmes, vient surtout de notre passion, de notre attachement avec la chose. Donc c'est pourquoi il est essentiel pour les jeunes auteurs et pour nous-mêmes, pour tous les auteurs d'ailleurs, de garder en l'esprit et toujours de prioriser la passion des choses. On n'est pas aussi pressé de publier. On peut écrire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait personnellement des expériences là. J'ai mes textes qui sont écrits depuis 2020 et qui sont récemment publiés en 2024 et d'autres en 2025. Donc, je pense que on n'est pas assez pressé dans un art parce que on doit produire de l'originalité. On doit produire surtout ce qui vient de soi. C'est pourquoi, pour éviter comment dire, en quelque sorte, cet écart-là entre la littérature, entre l'originalité et surtout l'artificiel, les jeunes auteurs, que ce soit tout le monde, doit prioriser d'abord l'art, d'abord la passion, afin que notre art soit au moins sécurisé pour les prochaines générations. Parce que, comme j'ai dit d'ailleurs au début, si jamais on répond sur l'exemple de Froby tout à l'heure, si on prend par exemple 10 auteurs, on leur donne les outils d'intelligence artificielle, on leur donne les mêmes thématiques, de faire la même chose. Je pense qu'il y aura toujours cette affinité-là entre les textes, c'est-à-dire il y aura toujours la même structure, les mêmes mécanismes de rédaction, le même contenu, la même respiration aussi, surtout dans les textes. Donc, pour éviter surtout cette inquiétude-là dans l'originalité, on doit prioriser surtout notre passion pour la chose. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux conseiller. Et aussi on doit garder à l'esprit, même si l'intelligence artificielle présente beaucoup plus des inquiétudes, on doit garder à l'esprit que ces outils d'intelligence artificielle peuvent se présenter comme nos partenaires dans ce que nous pouvons faire pour améliorer notre art et autres. On doit toujours garder en tête cette question d'originalité pour nous aussi sécuriser en tant qu'auteur dans tout ce que nous faisons. D'accord, merci. Merci, Juvenal. Et Camilla, on revient avec toi. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme recommandation aux auteurs qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Est-ce que les facteurs extérieurs, par rapport aux facteurs extérieurs qui peuvent être l'intelligence artificielle ou alors une proposition juteuse comme 1 milliard de francs CFA pour merci écrire un Dominique texte pour avec cette l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu recommanderais aux acteurs pour continuer à prioriser, à mettre en avant la créativité littéraire? Alors, merci Dominique pour cette intéressante question. Euh, je vais reprendre les propos d'une dame que j'apprécie beaucoup. Notamment, elle dit lis des livres, des livres. Le premier conseil que je vais donner, c'est de mettre l'argent de côté. Que chaque fois que l'on fait quelque chose par passion, l'on avance toujours et on arrive à des niveaux ou à des sommets où l'on n'estimait jamais. Bon, s'il faudrait que je donne je sais pas, des recommandations, soit des solutions, je pourrais dire que la première arme de tout écrivain, que ce soit un écrivain en herbe, soit un auteur déjà plein, un auteur réussi, c'est de lire. Parce qu'on n'arrête jamais de lire, on n'arrête jamais d'apprendre.
Donc, la première arme, que ce soit dans la lecture en elle-même et dans l'écriture, dans le processus d'écriture, ça sera la lecture. S'il faudra aussi utiliser l'intelligence artificielle, je dirais plutôt que on l'utilisera comme un outil accompagnateur. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle quand nous sommes, par exemple, bloqués, soit, par exemple, quand on veut écrire quelque chose, quand on veut écrire que ce soit une nouvelle ou un poème, un roman, et que l'on se sent bloqué. On est touché peut-être par le syndrome de la page blanche. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle thématique aborder, comment commencer, quels mots utiliser. C'est là qu'on peut faire recours à l'intelligence artificielle. Même si l'on l'utilise, on doit l'utiliser avec beaucoup de recul et de réserve. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est de beaucoup lire. Et je pense aussi que chaque État a un travail à faire sur ce plan, notamment dans la promotion de la lecture dans chaque pays. Les États doivent instaurer, que ce soit des bibliothèques nationales, que ce soit des bibliothèques au sein des lycées, promouvoir la lecture chez les enfants et chez les jeunes, les citoyens et tous les acteurs du livre. On doit mettre en avant le livre. Donc, le premier conseil et l'unique conseil que je pourrais donner, c'est la lecture. C'est de beaucoup lire. Et lire aussi particulièrement les œuvres que l'on écrit. Parce qu'un romancier ne peut pas prendre son temps à lire des poèmes pour estimer, écrire un roman. Et donc, il faudrait lire des textes que on a l'habitude d'écrire. Donc, c'est un peu ça. Donc, lire des livres. J'en ai terminé. D'accord, merci. Merci Camilla. Je vais prendre l'intervention de Juvenal. Bon, je crois que c'est Juvenal. Je vais prendre l'intervention de Juvenal. Alors, Juvenal, qu'est-ce que tu dirais aux auteurs? Qu'est-ce que tu peux dire aux auteurs et aux acteurs du livre aujourd'hui concernant la créativité? Qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre toujours en avant la créativité par rapport à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prioriser toujours ce que l'humain produit? Je crois que c'est plutôt Froby, pardon, c'est avec Froby qu'on va répondre. Merci pour donner la parole. Avant de répondre à la question, je vais d'abord sur l'intervention de ma consoeur Camilla qui parlait du syndrome de la page blanche. Je dirais juste, même quand il y a le syndrome de la page blanche, pour peut-être ceux-là qui ne comprennent pas, parce que c'est pas tout le monde qui comprend nos thèmes, le syndrome de la page blanche, c'est quand tu n'as plus d'inspiration pour écrire, pour prendre des mots, faire des textes et tout. Et donc, quand tu as le syndrome de la page blanche, le conseil que je vais donner à ces jeunes auteurs, à tous ceux-là qui veulent emboîter les pas ou, bref, il vaut mieux faire une pause. Quand tu as le syndrome de la page blanche, range tes clics et claques, dépose ton stylo, ferme ton cahier ou bien ton bouquet et va à autre chose. Tu peux te mettre à la lecture, lire, faire d'autres activités. Moi, je sors même du contexte de la littérature quand ça arrive, même si, en toute honnêteté, je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé pour dire que ça ne m'arrive quasiment jamais. Mais quand tu es face à ça, quand tu es fatigué d'écrire, dépose, range tout et va t'amuser. Va faire autre chose. Comme je l'ai dit à l'entame, je suis aussi entraîneur de basketball et je peux aller jouer. Je peux prendre une semaine, 2 semaines à faire autre activité autre que la littérature,
qui n'a rien à voir avec la littérature. Et donc, moi, c'est le conseil que j'aurais donné plutôt à ceux-là qui sont face au syndrome de la page blanche. Par contre, ou du moins pour continuer maintenant et répondre à la question, un conseil à donner à ceux-là qui veulent devenir auteurs et autrices, c'est juste d'aimer ce qu'ils font. Si tu peux aimer quelque chose et ne pas pouvoir faire. Je veux dire quoi par là? Je peux être un passionné, un féru de la littérature. J'aime lire, j'aime décortiquer chaque mot. Mais si par exemple je n'ai pas l'onction ou bien je n'ai pas cette chose-là qui me permettra d'écrire moi-même, ça ne sert à rien de dire qu'on veut être aussi écrivain, avoir son nom parmi les écrivains et se mettre à utiliser peut-être l'IA ou bien se mettre à écrire des choses qui ne seront pas en connivence avec le monde, avec la réalité qui est. Et donc, que chacun respecte sa place. Tu peux être critique littéraire, tu peux être correcteur parce que tu aimes la littérature. Quelqu'un qui aime la littérature, c'est quelqu'un qui déjà pour moi fait moins de fautes, est très succinct sur chaque détail, sur chaque chose. Et donc, il y a plusieurs branches dans la littérature. Tu trouveras une chose est sûre, ta place. Maintenant, si tu as le don, si tu as le charisme d'écrire, allez, vas-y, lance-toi et que personne ne te dise le contraire. Et pour finir, moi, j'ai été soutenu par plus d'un, je ne vais pas citer de nom, tous, j'ai été soutenu et on ne croyait pas en moi au début. J'avais mon professeur à l'époque qui se moquait de moi. Je pouvais faire des phrases parce que j'adorais lire. Je pouvais faire des phrases, mais du moment où il n'est pas à l'ère du changement, peut-être que les choses que je dis, il n'avait pas cerné à les comprendre. Et donc, il est allé jusqu'à me dire, et j'avais oublié cette phrase, tout ça, ça a été source de motivation pour moi. Il dit, on va prendre Mamadou et Bineta pour lire et te cultiver. C'est une phrase marquée et je ne peux, Merci Froby. Merci. Voilà, étant donné que nous approchons déjà la fin de cet échange, je vais remercier tous les panélistes et tous ceux qui nous suivent en ligne. Il y a également des commentaires qui continuent par rapport à la créativité qui est mise à l'épreuve par l'intelligence artificielle. Et je vais rapidement lire les commentaires qui disent le seul moyen de lutter contre le syndrome de la page blanche, c'est lire et lire. L'inspiration ne finit pas, comme certains le disent souvent, elle se cultive. La créativité est concentrée sur l'originalité et la particularité d'un auteur. Je crois que c'est également ce que Camilla et Froby, vous étiez en train de dire. Donc, et je rappelle également à tous ceux qui nous suivent que ce n'est que le premier échange autour de la créativité et de l'authenticité aujourd'hui et qu'il y aura un autre échange à 17h où nous entrerons plus en profondeur avec la question de l'authenticité qui est justement mise à l'épreuve avec l'intelligence artificielle. Ce sera avec nous ici. Et voilà, je remercie chaque panéliste qui a pris plaisir à participer, à partager son avis et son expérience dans le cadre de la créativité à l'ère des intelligences artificielles. Merci Froby, merci Camilla, Merci. et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre rencontre. Merci à Acolyte.
À bientôt. Voilà, merci. OK. On se retrouve tout à l'heure à 17.